L'histoire commence à bord d'un vieux navire prêt à prendre la mer. Parmi les passagers se trouve Yonja, un jeune homme pauvre, incapable de payer la traversée vers l'autre rive. Isolé des autres, il s'assoit à l'écart, le regard perdu dans le vide. Peu à peu, ses pensées le ramènent à son enfance. À cette époque, le père de Yonja était un homme respecté dans toute la région. Le maître Yuan, un légendaire maître d'arts martiaux, connu pour sa force et sa maîtrise du combat. Yonja l'admirait plus que tout et passait son temps à l'observer s'entraîner, rêvant secrètement de suivre ses pas. Mais un jour, lorsque Yonja tenta d'intégrer l'école d'arts martiaux, son père s'y opposa fermement. Le maître Yuan lui ordonna d'abandonner cette idée et de se consacrer aux études, convaincu que le savoir valait mieux que la violence. Malgré tout, Yonja nourrissait une passion dévorante pour le kung-fu et rêvait de devenir, lui aussi, un combattant légendaire. Déterminé, il convainquit son ami Jensen de sécher les cours. Ensemble, ils s'introduisirent dans la chambre du maître Yuan, fascinés par les trophées et les décorations symbolisant ses innombrables victoires. Le lendemain, une foule immense se rassembla sur la place du marché. Le maître Yuan s'apprêtait à affronter un combattant professionnel redouté, nommé Zhao. Dès les premiers instants du combat, Yuan prit l'avantage et domina totalement son adversaire. Mais au moment décisif, il refusa d'achever Zhao, refusant de porter un coup mortel. Zhao, rusé et sans honneur, profita de cette hésitation. Il renversa la situation et parvint à vaincre le maître Yuan, provoquant un choc immense parmi les spectateurs. Yonja, pétrifié, assistait pour la première fois à la défaite de son père. L'humiliation s'aggrava lorsque le fils de Zhao se mit à se moquer de Yonja, traitant son père d'homme faible. Fou de rage, Yonja le défia devant tout le monde. Mais le combat fut à sens unique. Plus âgé et plus fort, le fils de Zhao écrasa Yonja et l'humilia publiquement. Brisé mais animé par une rage nouvelle, Yonja fit alors un serment silencieux. Il deviendrait le combattant le plus puissant de toute la Chine, et plus jamais personne ne le vaincrait. Le lendemain, déterminé à changer son destin, Yonja vola en secret le livre d'arts martiaux de son père, et alla le cacher chez Anshen, sans se douter que ce choix allait bouleverser toute sa vie. Yonja fut surpris lorsqu'un serviteur vint le chercher pour lui annoncer que le maître Yuan souhaitait le voir immédiatement. Une fois devant lui, Yuan réprimanda sévèrement son fils pour s'être battu avec le fils de Zhao sans son autorisation. Furieux, il s'apprêtait même à le punir physiquement. Mais au dernier instant, la mère de Yonja intervint et empêcha la punition. À partir de ce jour, Yonja se lança dans un entraînement intensif et ininterrompu. Il confia ses devoirs scolaires à son ami Anshen, décidant de consacrer tout son temps et toute son énergie à l'entraînement physique et martial. Après un certain temps, Yonja provoqua de nouveau deux des fils de Zhao. Cette fois, il réussit à les vaincre et à les humilier devant leurs camarades. Fort de cette victoire, Yonja continua à battre tous ceux qui osaient s'opposer à lui. Les années passèrent, il grandit, devint un homme mûr et eut une petite fille. Lorsqu'il retourna rendre visite à sa mère, il découvrit que le maître Yuan était décédé depuis longtemps. Devant elle, Yonja fit le serment de devenir le combattant le plus puissant de toute la Chine et de rendre son père fier, où qu'il se trouve. Avec le temps, Yonja parvint jusqu'à la finale du tournoi de combat de Tianjin, le plus grand tournoi de kung-fu du pays. À sa grande surprise, son adversaire final n'était autre que le fils de Zhao, celui qui l'avait frappé lorsqu'il était enfant. Le défi était d'autant plus dangereux que l'arène du combat se trouvait au sommet d'une tour extrêmement élevée. Dès le début du duel, les deux combattants étaient à égalité, leur niveau étant très proche. Mais peu à peu, le fils de Zhao prit l'avantage en utilisant un style de combat montagnard particulier, et il manqua de faire chuter Yonja du sommet de la tour. Yonja parvint à rassembler ses dernières forces. Il ferma les yeux un bref instant, retrouva son calme et puisa dans les techniques secrètes qu'il avait apprises dans le livre de son père. Son regard changea. En un éclair, il reprit le contrôle du combat et lança une attaque d'une puissance écrasante. Son adversaire, le fils de Zhao, fut projeté dans le vide. Il chuta lourdement dans un bassin en contrebas et survécut de justesse. Le silence s'abattit une seconde sur l'arène, avant que l'arbitre ne proclame la victoire de Yonja. Aussitôt, la foule explosa en cris et en applaudissements. Le soir même, Yonja organisa une grande fête dans le restaurant de son ami Jensen. Sa renommée grandissante attira l'attention de nombreux invités, et deux jeunes hommes vinrent humblement lui demander de devenir ses élèves. Flatté, Yonja accepta. La nuit se poursuivit dans la joie, les rires et les célébrations. Mais lorsque les derniers invités partirent et que le calme revint, Jensen prit Yonja à part. D'un ton sérieux, il le mit en garde, quelque chose avait changé en lui. Sa victoire l'avait transformé, et l'arrogance commençait à prendre la place de l'homme qu'il avait connu.
Yonja répondit à Gensen en affirmant que la force était, selon lui, la chose la plus essentielle dans l'existence. Yonja parcourut différentes villes de Chine, provoquant les combattants les plus redoutés les uns après les autres. Il en affronta parfois plus d'une vingtaine simultanément, sans jamais être vaincu, ce qui renforça démesurément son orgueil. Il commença alors à accepter de très nombreux élèves, malgré les avertissements répétés de Gensen, qui lui expliquaient que cette situation le conduirait à la ruine, puisque tous ses disciples vivaient et se nourrissaient à ses dépens. Yonja refusa d'écouter ces mises en garde et poursuivit obstinément sa route. Un matin, alors qu'il marchait dans les rues accompagné de ses élèves, Yonja croisa le maître Chant, le seul combattant qu'il n'avait jamais réussi à vaincre. Une profonde hostilité existait entre eux, nourrie par un désir commun de prouver lequel des deux était le plus fort. Cette même nuit, un serviteur annonça à Yonja qu'il était désormais ruiné et accablé de dettes à cause de son comportement excessif. Avant même qu'il ne puisse réaliser pleinement la gravité de la situation, l'un de ses élèves arriva grièvement blessé. Interrogé, celui-ci révéla que c'était le maître Chant qui l'avait attaqué, alors que Chant célébrait son anniversaire entouré de son fils et de ses amis. Fou de rage, Yonja fit irruption dans la fête et déclara qu'il défiait Chant dans un combat à mort, sous prétexte de l'agression de son élève. Gensen tenta alors de l'arrêter et l'avertit que s'il allait au bout de cette décision, il ne lui adresserait plus jamais la parole. Mais Yonja, aveuglé par sa colère, ignora cet avertissement. Une fois les lieux vidés, le duel entre Yonja et Chant débuta. Au début du duel, aucun des deux combattants ne parvenait à prendre l'ascendant. Leur puissance et leur maîtrise étaient équivalentes, car tous deux figuraient parmi les plus redoutables maîtres de Kung-Fu de Chine. Mais peu à peu, Yonja réussit à lire les mouvements de Chant. Il esquiva ses attaques avec précision, puis trouva une ouverture et le frappa violemment à la tête. Ce coup fit basculer le combat. Chant perdit le contrôle, laissant sa colère guider ses gestes. Dans un accès de rage, il brisa l'arme de Yonja. Le duel se transforma alors en une épreuve brutale qui s'éternisa, jusqu'à ce que leurs armes soient totalement détruites. Contraints de poursuivre à main nue, les deux hommes s'affrontèrent avec une violence extrême. Yonja profita alors de l'âge et de l'épuisement de Chant. D'un coup final, il mit fin au combat et ôta la vie à son adversaire. Lorsque Yonja sortit enfin du bâtiment, ses élèves l'accueillirent dans une explosion de cris de joie et de félicitations. Tous célébraient sa victoire, tous sauf le fils de Chant, figé sur place, incapable de comprendre ce qui venait de se produire. Son père, vaincu, luttait encore entre la vie et la mort, avant de rendre son dernier souffle. Le lendemain à l'aube, Yonja se leva tôt et erra seul dans les rues silencieuses de la ville. C'est alors qu'il croisa Gensen, qui lui annonça la nouvelle: le maître Chant était mort à l'hôpital, laissant derrière lui des enfants désormais orphelins. Ces mots frappèrent Yonja de plein fouet. Il rentra chez lui pour se reposer, mais ce qu'il découvrit dépassa l'horreur imaginable. Sa mère et sa petite fille avaient été sauvagement assassinées. Yonja s'effondra, s'asseyant au sol, incapable de contenir ses larmes. Un chagrin abyssal envahit son cœur. Peu après, il fit face au fils du maître Chant. Celui-ci lui avoua sans détour avoir tué sa femme et sa fille pour venger la mort de son père. Fou de douleur et aveuglé par la rage, Yonja l'affronta et le tua à son tour, sous les yeux horrifiés de la mère et de la sœur du jeune homme. À cet instant précis, il comprit trop tard que sa colère n'avait fait qu'engendrer un chaos monstrueux. Plus tard encore, une nouvelle révélation acheva de le détruire. L'élève qui s'était plaint du maître Chant avoua qu'il était ivre ce jour-là, qu'il avait insulté la femme de Chant, et que ce dernier ne l'avait frappé que pour défendre l'honneur de son épouse. Cette vérité choqua profondément Yonja. Il réalisa que tout ce drame reposait sur un mensonge et sur sa propre arrogance. Incapable de supporter le poids de ses actes, Yonja quitta la ville, fuyant les ruines que son orgueil et sa colère avaient provoquées. Il sombra alors dans une profonde dépression. Un jour, alors qu'il marchait le long de la berge d'un fleuve, Yonja trébucha et tomba dans l'eau. Il laissa son corps s'enfoncer, prêt à mourir. Mais des habitants d'un modeste village, présents sur la berge du fleuve, le repérèrent à temps et le sauvèrent de la noyade. Ils l'emmenèrent aussitôt dans leur village afin de le soigner. La jeune femme qui prit soin de lui se nommait Moon. Jour après jour, elle lui apporta de la nourriture et veilla sur lui sans relâche, jusqu'à ce qu'il sorte enfin de son coma. Lorsqu'il se réveilla, affaibli et méconnaissable, Moon l'aida à laver ses cheveux dans le fleuve, lui permettant de retrouver une apparence propre et digne. Peu à peu, Yonja reprit conscience du monde qui l'entourait. Quand il revint véritablement à la vie parmi les villageois, les enfants l'accueillirent avec des rires et des cris de joie, célébrant sa présence comme un miracle. Pour la première fois depuis très longtemps, Yonja sourit. Moon, celle qui l'avait sauvé, lui expliqua alors qu'il commencerait à travailler avec les hommes du village, en aidant à planter les récoltes. Yonja s'y mit avec une énergie impressionnante, travaillant sans relâche et plantant les cultures à une vitesse qui stupéfia les habitants. Cependant, ils réalisèrent rapidement que la disposition des plantations était mauvaise. Yonja et Moon durent alors tout recommencer. Un jour,
alors qu'il travaillait dans les champs, l'un des hommes vint lui annoncer une terrible nouvelle. Le petit frère de Moon, un jeune garçon nommé Joy, avait été enlevé par une tribu sauvage des environs. Il fallait le sauver. Lorsque les villageois arrivèrent au camp de la tribu, leur chef déclara froidement qu'ils avaient capturé Joy parce qu'il les avait volés, et qu'il devait subir sa punition. Sans hésiter, Yonja s'avança et proposa de prendre la place du garçon, acceptant de subir le châtiment à sa place. Le chef de la tribu descendit alors lui-même pour l'affronter. Il le tortura sans pitié, chaque coup étant plus violent que le précédent. C'était un combattant professionnel de Muay Thai, dont les frappes étaient d'une puissance dévastatrice. Sous la douleur intense, alors que son corps semblait prêt à céder, Yonja sentit quelque chose se réveiller en lui, le souvenir de ses compétences légendaires. Et le chef demeura figé, profondément impressionné par la force terrifiante de Yonja. Joy fut finalement relâché et put retourner sain et sauf auprès de sa famille. À partir de ce jour, tous les habitants du village aimèrent Yonja comme l'un des leurs. Ils l'admiraient pour son sérieux, son humilité retrouvée et son travail acharné, car jamais il ne se montrait paresseux. Pourtant, malgré cette paix nouvelle, Yonja restait hanté par son passé. Les visages de sa mère et de sa fille lui revenaient sans cesse à l'esprit. Un jour, il annonça à Moon qu'il avait décidé de retourner dans sa ville natale afin de se recueillir sur les tombes de sa famille. Moon lui souhaita un bon voyage et lui assura que le village lui ouvrirait toujours ses portes s'il décidait de revenir. Yonja prit alors la route vers la ville chinoise de Tianjin, là où il était né et avait grandi. À son arrivée, il fut stupéfait de constater combien la ville avait changé sous l'influence de l'occupation britannique. Tout semblait différent, étranger, presque hostile. Il retourna ensuite dans son ancienne maison. Lorsqu'il frappa à la porte, son fidèle serviteur l'accueillit avec une joie sincère. En entrant, les souvenirs envahirent Yonja. Il se rendit dans la chambre de son père et brûla ses certificats et ses trophées de combat, se répétant intérieurement que l'orgueil et la colère étaient à l'origine de tous les malheurs de ce monde. Yonja avança seul, conscient que ce retour aux origines marquait un tournant décisif dans sa vie. Yonja visita ensuite les tombes de sa famille. En silence, il leur présenta ses condoléances et leur fit la promesse de devenir un homme nouveau, jurant de ne plus jamais blesser qui que ce soit pour prouver sa force. Il se rendit ensuite au restaurant de son vieil ami Jensen, espérant retrouver ne serait-ce qu'un fragment de leur ancienne complicité. Mais Jensen refusa de lui parler et se contenta de lui faire remettre le livre d'arts martiaux qu'il avait volé dans son enfance. Yonja ressentit une profonde tristesse, comprenant qu'il avait détruit leur amitié à cause de son arrogance passée. Déterminé à réparer ses fautes, Yonja alla rencontrer la femme du maître Chan et il lui demanda humblement la permission de visiter la tombe de son mari et de lui présenter ses excuses pour l'avoir injustement tué. Sur le chemin du retour, Yonja remarqua que ses anciens élèves vivaient désormais comme des voyous et des voleurs dans les rues. Lorsqu'ils le reconnurent, ils s'agenouillèrent, s'excusèrent pour leurs actes et le supplièrent de leur accorder son pardon. C'est à cette même période qu'un événement inattendu attira l'attention de tout le pays. Les journaux annoncèrent l'arrivée d'un immense lutteur américain, qui proclamait haut et fort qu'il pouvait vaincre facilement n'importe quel combattant chinois. Cette nouvelle plongea Yonja dans une colère profonde lorsqu'il la lut. Blessé dans son honneur, il se rendit chez Jensen et lui demanda d'utiliser ses relations afin d'organiser un combat entre lui et ce lutteur américain. Mais Jensen refusa. Il lui rappela que toutes les tragédies qu'ils avaient traversées étaient nées de la violence et des combats, et qu'il ne voulait plus être mêlé à ce cercle destructeur. Pourtant, quelque temps plus tard, Yonja reçut une lettre de Jensen. Contre toute attente, celui-ci lui annonçait qu'il avait finalement réussi à organiser le combat contre le lutteur américain. Le jour venu, des milliers de spectateurs chinois et anglais affluèrent vers l'arène. Le présentateur entra en scène et présenta d'abord le gigantesque lutteur américain, O'Brien, considéré comme l'un des combattants les plus imposants du monde. Puis il annonça Yonja, maître chinois des arts martiaux. Dès le début du combat, la différence de taille entre les deux hommes sauta aux yeux de tous. O'Brien dominait par sa puissance brute, mais Yonja se distingua par son intelligence, sa rapidité et sa maîtrise parfaite du combat. Il évita chaque attaque, utilisa la force de son adversaire contre lui et le fit tourner en ridicule. Peu à peu, le public se mit à se moquer d'O'Brien, incapable de porter un seul coup. Fou de rage, celui-ci se comporta comme un taureau enragé, perdant tout contrôle. Au cœur de l'affrontement, O'Brien reçut un coup violent et manqua de tomber sur des pics de métal placés près du ring. À la dernière seconde, Yonja intervint et lui sauva la vie. Ce geste bouleversa l'arène entière. À la fin du combat, O'Brien salua Yonja pour son esprit sportif, et la victoire de Yonja fut unanimement reconnue. La nouvelle de la victoire de Yonja se répandit rapidement dans tous les journaux. Jensen vint alors à sa rencontre et lui annonça qu'il lui pardonnait enfin. Grâce à lui, le peuple chinois avait retrouvé sa fierté et prouvé sa valeur face aux étrangers. Pour l'aider à transmettre cet héritage, Jensen lui remit une importante somme d'argent afin qu'il fonde une école d'arts martiaux. Yonja déclara alors que les Chinois devaient s'unir pour faire face aux forces de l'occupation britannique et défendre leurs valeurs.
Lorsqu'il ouvrit son école, des personnes de tous âges affluèrent pour apprendre auprès de lui. Yonja leur enseigna que le kung-fu n'était pas un art destiné à l'agression, mais un moyen de se défendre et de protéger les plus faibles. Cependant, l'influence grandissante de Yonja inquiéta les autorités de l'occupation britannique. Craignant son impact sur la population, elles cherchèrent un moyen de l'éliminer. Le lendemain, Yonja reçut une invitation officielle à participer à un combat exceptionnel contre 4 des plus puissants combattants du monde. Malgré les supplications de Jensen, qui lui demanda de refuser, Yonja accepta. Il estimait qu'il devait, une dernière fois, relever la tête du peuple chinois devant le monde entier. Le combat fut organisé dans une immense arène, remplie des spectateurs les plus riches et les plus influents. Après s'être préparé mentalement avec Jensen, Yonja entra sur le ring sous les acclamations de la foule. Il affronta d'abord un boxeur britannique, qu'il domina avec une facilité déconcertante et vainquit en moins d'une minute. Puis il se mesura à un combattant bulgare armé d'une lance. À la vitesse de l'éclair, Yonja évita ses attaques, le neutralisa et le fit chuter lourdement au sol. Ensuite, il affronta un escrimeur européen. Grâce à sa parfaite maîtrise du combat armé, il attendit le moment idéal, arracha l'épée de son adversaire et le força à se rendre. Le quatrième et dernier combattant était un samouraï japonais. Yonja saisit alors une arme chinoise traditionnelle, le sanjigan, tandis que son adversaire brandissait un katana. Dès le début de l'affrontement, les deux hommes restèrent à égalité, leur force et leur technique étant presque identiques. Pendant le combat, profitant de la distraction générale, l'un des conspirateurs remplaça discrètement le thé de Yonja par du thé empoisonné. Lorsque le round se termina sur une égalité, Yonja se reposa et but sans se douter du piège qui venait de se refermer sur lui. Peu après, au milieu de l'arène, Yonja se mit à cracher du sang. Jensen tenta désespérément de le convaincre d'abandonner le combat pour recevoir des soins, mais Yonja refusa. Il voulait maintenir la tête du peuple chinois haute jusqu'à la dernière seconde. Malgré ses graves blessures et son corps affaibli par le poison, il retourna sur le ring. Dans un ultime effort, Yonja prit le dessus sur le samouraï japonais. Mais fidèle à ses principes, il refusa de lui porter le coup fatal. Quelques instants plus tard, le poison acheva de consumer ses forces, et Yonja s'effondra au sol. Le combattant japonais reconnut alors lui-même sa défaite. Il leva la main de Yonja devant toute l'arène, proclamant sa victoire. Par ce sacrifice ultime, Yonja rendit au peuple chinois sa fierté et son honneur. Il mourut peu après, victime du poison préparé par les conspirateurs, mais en ayant corrigé toutes ses erreurs. Ainsi s'acheva la vie de Yonja, non pas comme un simple combattant, mais comme une légende.